18h30 exactement, merci d'écouter Radio Orient, boulevard des auditeurs, comme toutes les semaines jusqu'à 20h30 en direct. On prend un thème et on en discute avec plusieurs invités. Aujourd'hui, la laïcité au regard de la loi, c'est le thème de cette émission avec en toile de fond la République et l'islam, bien que certains soient tentés de dire la République face à l'islam et vice-versa. Pour en parler, plusieurs invités, Chemseddine Hafiz, avocat au barreau de Paris. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes vice-président également du Conseil français du culte musulman et puis vous êtes le président d'une association toute jeune, la Fraternité du barreau de Paris. On va en parler dans le détail. J'ai envie de dire le sous-titre des bâtisseurs de paix et on va vous le démontrer. Autre invité face à vous, Olivier Cousy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avocat également associé au cabinet Gide Loirette Noël, oui. Expert en droit de l'audiovisuel, propriété intellectuelle et puis aussi les nouvelles technologies. Et puis nous accueillerons un peu plus tard dans cette émission, il est en retard, Guylain Chevrier, il est docteur en histoire, il est enseignant et il est membre du comité Laïcité République. Alors, comme toutes les semaines, on va commencer avec une intervention, celle de Jean-Louis Bianco, c'est le président de l'Observatoire de la laïcité. Et quoi de mieux qu'une bonne base de discussion pour débattre. Alors une bonne définition de la laïcité avec monsieur Jean-Louis Bianco. C'est vrai que c'est un mot un peu valise qu'on emploie beaucoup en ce moment et je ne vais pas du tout m'en plaindre parce que c'est important que ce pays réfléchisse, que les gens, les agents publics, les citoyens, les élus réfléchissent et débattent de ce que c'est que la laïcité. Et finalement, nos concitoyens et même des responsables ont une idée un peu vague. Laïcité, oui, république, et donc c'est tout à fait important de le repréciser. Donc je le définis, moi, ce mot laïcité, par 3 points, qui sont finalement très simples quand on les explique. Le premier, qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la laïcité, c'est une liberté. On parle souvent des limites qu'il faut apporter, notamment pour préserver l'indépendance et la neutralité du service public, mais on oublie que l'article 1er de la fameuse loi du 9 décembre 1905, c'est la laïcité est une liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de changer de religion. Et ça n'est pas si fréquent sur la surface de la planète, et je crois que c'est une chance que la France ait cette histoire et ces principes de la laïcité. J'ajoute, et c'est très important, que la liberté de croyance ou de conviction n'est pas limitée à la sphère privée, contrairement à ce qu'on croit. On peut exprimer ses convictions, d'ailleurs, philosophiques, politiques, syndicales et religieuses, dans l'espace public. Ça n'est pas interdit, c'est un espace qui est un espace commun, qui est un espace partagé. Et c'est très important parce que le débat a eu lieu déjà en 1905. Certains voulaient interdire toute expression religieuse dans l'espace public. Et la loi qui a été votée à une nette majorité a autorisé cette expression dans l'espace public, dans les limites, bien sûr, de la Déclaration des droits de l'homme, dans la limite où cette liberté, où l'expression de cette liberté ne gêne pas la liberté d'autrui, dans la limite où cette liberté, cette expression de la liberté ne porte pas atteinte à l'ordre public. Donc, premier point, liberté. Deuxième point, indépendance de l'État par rapport aux religions. Neutralité aussi de l'État vis-à-vis des religions et des convictions. Et cette neutralité s'applique aux élus et aux agents publics, à tous les agents publics, qu'ils soient agents des collectivités locales, agents de la fonction publique hospitalière, agents de la fonction publique d'État, ou même qu'ils exercent dans des structures qui ont des missions de service public. Donc l'espace de la neutralité absolue, c'est l'espace du service public. Et ça, nous devons le préserver absolument parce que c'est le cœur du fonctionnement de notre République. Mais il faut bien insister, et parfois il y a des confusions qui sont faites, cette neutralité s'impose aux agents du service public. Elle ne s'impose pas aux usagers du service public. Ils ne sont pas astreints à cette neutralité. Et ça a des conséquences pratiques. Par exemple, une personne avec un signe religieux, éventuellement par exemple un foulard, puisqu'on parle beaucoup des foulards, se présente à une caisse de sécurité sociale. Elle, si c'est une dame, en a parfaitement le droit. De la même manière, une maman d'élève a parfaitement le droit de venir à un conseil de classe avec un foulard, pourvu que ce ne soit pas quelque chose qui masque le visage. Donc, neutralité des agents publics, neutralité de l'État et des services publics, c'est le deuxième point. Et puis le troisième, c'est que la laïcité, et c'est ça, la spécificité française, ce n'est pas simplement la séparation des églises et de l'État, de pouvoir vivre ensemble aussi harmonieusement que possible, c'est qu'à travers nos identités multiples,
nos histoires, nos convictions, l'endroit d'où nous venons, nos affinités politiques, sportives, philosophiques, nous avons une identité en France, c'est la citoyenneté. Nous sommes des citoyens à égalité de droits et de devoirs. Et au fond, c'est ça que dit la laïcité, liberté, indépendance de l'État par rapport aux religions et indépendance du service public et citoyenneté. C'était Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité au regard de la loi. On en parle donc jusqu'à 20h30. Si vous souhaitez intervenir, profitez-en. Deux avocats, Chemseddine Hafiz et Olivier Cousy, sont présents jusqu'à 20h30. Si vous voulez leur poser des questions, profitez-en, c'est gratuit. Au 0892 23 34 00. 0892 23 34 00. Qui veut réagir par rapport à cette définition de la laïcité faite par monsieur Jean-Louis Bianco? Alors, Olivier Cousy. On imagine que sa définition est une définition qui correspond à l'état de droit, puisqu'il est président de l'Observatoire de la laïcité. Alors je sais qu'il y a eu des débats, il a été mis en cause, des discussions récentes, mais enfin, je pense qu'on peut se caler parfaitement à ce qu'il a dit. Et c'est important de signaler dans ce qu'il a dit, ou de rappeler dans ce qu'il a dit, que cette laïcité, elle s'applique aussi dans la sphère publique. Et donc que la liberté de la religion, la liberté d'expression de signes religieux est acquise pour les citoyens français dans la sphère publique. Ce qui évidemment pose un peu souvent des problèmes de confrontation entre des gens qui peuvent avoir des religions, des opinions, des idées différentes et qui vont se croiser ou se côtoyer dans des lieux qui sont des lieux publics. Donc ça, je pense que c'est une première zone de frottement. Ce sont effectivement les rencontres entre des personnes qui n'ont pas les mêmes pratiques ou qui n'ont pas les mêmes opinions dans un même lieu. Le deuxième élément qui est très important, c'est ce qu'il expliquait sur la neutralité, c'est-à-dire la neutralité de l'État, de l'autorité, des représentants de l'autorité, qu'ils soient directement impliqués ou qu'ils soient dans une situation de délégation de service public. Alors pour expliquer ce que c'est-à-dire ceux qui exercent soit dans une entreprise privée mais qui a en charge un certain nombre de rôles liés à un financement de l'État ou à une activité liée avec l'État ou avec les collectivités, les autorités publiques. Donc cette neutralité. Et quand il le dit, c'est important de souligner aussi que cette neutralité ne s'applique pas aux usagers. Donc les citoyens qui ont cette liberté dans l'espace public ont également cette liberté dans les lieux qui sont des lieux où s'exercent ces services publics. Donc rien ne vous a choqué dans cette définition? Tout non, est clair. Tout est clair, alors elle est peut-être un peu technique, parce qu'effectivement, quand on parle de neutralité, lorsque l'on parle d'espace public, lorsque l'on parle de citoyenneté, ce sont des termes qui sont peut-être un petit peu abstraits. Il faut peut-être les éclairer par des exemples, mais je pense que en tout cas, la définition telle qu'elle est décrite correspond à ce qu'a toujours dit le Conseil constitutionnel sur le sujet. Chemseddine Hafiz. Moi, je voudrais apporter une précision, c'est que la laïcité, certes, c'est une construction très française, mais en même temps, c'est une construction harmonieuse avec la législation européenne. Moi, je rappelle uniquement l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la liberté de religion. Aujourd'hui, dans toute l'Europe, quelqu'un qui veut pratiquer, exercer son rite, le fait librement, le fait dans des conditions qui sont prévues par la loi, et cette liberté, elle est pratiquement totale, parce que c'est une relation de foi entre l'individu et son créateur, et à ce moment-là, il ne peut pas y avoir d'intercesseur, sauf bien évidemment les règles. Et Monsieur Bianco a insisté sur la notion de citoyenneté, c'est-à-dire également la notion de responsabilité. Lorsque j'exerce ma pratique religieuse, je l'exerce en responsabilité, je l'exerce pour ne pas gêner l'autre, pour faire en sorte que si vous voulez, la citoyenneté française soit en harmonie avec toutes les règles. Et aujourd'hui, alors bien évidemment, je sais, tout à l'heure mon confrère a parlé des difficultés qu'il y a eu récemment sur la position de monsieur Louis Bianco. Moi, je considère aujourd'hui que la laïcité s'oppose souvent à l'islam. Et donc, pour nos concitoyens, quels qu'ils soient, de confession musulmane ou pas, on a l'impression qu'on est dans le deux poids et deux mesures, et ça, c'est intolérable. Parce que il faut rappeler que l'État doit rester, et il a bien souligné le mot indépendant, on parle de neutralité, c'est important. Et lorsqu'on voit certains hommes politiques, à la veille d'élections, à un moment où ils sont peut-être pris par, je dirais, cette vague de séduction pour aller à la pêche de leurs électeurs,
il y a beaucoup de dérapages. Et ces dérapages font énormément mal, notamment à la quasi-totalité de la communauté musulmane qui n'aspire qu'à vivre normalement dans ce pays qui est le sien, où il y a toute cette intégration qui se fait sans heurts, sans aucun problème, et il suffit à un moment donné qu'il y ait un petit dérapage pour qu'on pointe du doigt malheureusement l'ensemble de la communauté qui est la communauté nationale dans son ensemble, et ça c'est quand même très gênant. Ça, on va y revenir justement, et c'est pour ça qu'en début d'émission on disait laïcité au regard de la loi, avec en toile de fond République et Islam, pour ne pas dire République contre Islam et vice versa, parce que c'est ce que certains pensent. On n'a pas de chiffres, mais bon, on l'a entendu, notamment chez certains élus de premier plan et puis même des élus locaux. Mais Jean-Louis Bianco dit une chose importante justement par rapport à la citoyenneté. Il dit nous avons une identité en France, c'est la citoyenneté. C'est l'appartenance à une appartenance à une communauté nationale et le partage de principes qui sont les principes de la République au sens de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et donc de cette laïcité qui est un principe constitutionnel. Donc l'appartenance à cette communauté qui certes est diverse, elle est composée de gens de toute nature, de toute orientation, de toute religion, mais l'appartenance de l'ensemble de la population française à la communauté et à la citoyenneté française fait que s'applique pour chacun, et chacun doit s'appliquer, ce que disait tout à l'heure mon confrère, doit s'appliquer aussi une mesure dans l'exercice de sa liberté par rapport à la liberté qui sont pratiquées par tout le monde et au même moment, au même endroit, dans des lieux qui sont les mêmes et qui sont les lieux effectivement de la vie publique ou de la vie privée. Chebsedine Hafiz. Oui, la qualité de citoyen est un attribut qui a été chèrement, je dirais, gagné, puisque 1789 a permis, je dirais, à cette République de s'afficher, de s'affirmer, et cette République est composée de citoyens. Et ces citoyens, pour qu'ils aient cette qualité, il faut qu'ils soient égaux. Et donc le triptyque qui avait été à l'époque élaboré et qui, aujourd'hui encore, est la base commune de tous les Français, fait qu'aujourd'hui, le citoyen doit se reconnaître, bien évidemment, dans cette République. Et moi, je trouve que c'est insupportable lorsqu'on essaie d'opposer l'islam à la République et dire que l'islam n'est pas compatible avec la laïcité et la République. C'est faux. Ceux qui le disent font des discours politiques. On n'est pas dans un discours politique. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé, les drames que la France et que le monde entier ont vécu. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'amuser avec ces concepts, les triturer, les manipuler pour, encore une fois, des enjeux électoraux. On est par ailleurs sur un concept où l'homme politique doit également assumer sa responsabilité. Il n'y a pas que le citoyen, parce que l'homme politique, au sens noble du terme, lorsque je fais de la politique, il faut absolument que j'arrête de jouer avec des ingrédients qui puissent après apporter, je crois, des éléments négatifs pour l'ensemble de la société. En tout état de cause. Alors le fameux triptyque, on va le reprendre si on parle de la même chose, liberté, égalité, fraternité. Surtout les frontons de toutes les mairies. Voilà. Certains n'hésitent pas à parler de Sainte Maxime républicaine, et donc ce serait une nouvelle religion. Vous avez entendu ce mot, les laïcards. Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui se réclament de la laïcité, qui mettent en avant le mot de laïcité, ça les gêne, finalement le citoyen religieux? Non, moi je suis profondément laïque. Voire le citoyen musulman. Moi je suis profondément laïque, et lorsque nous avons présenté notre association, notamment, mais que le CFCM, moi tout mon parcours, j'ai toujours affiché ma laïcité. Je suis un laïc. Et je crois que ça ne se discute pas. Maintenant, encore une fois, c'est quand on manipule ce concept. Et lorsqu'on cherche, à travers la laïcité, en faire un instrument pour combattre les autres, ça je ne l'accepte pas. Parce que la laïcité ne peut pas être un instrument de combat. C'est un principe, c'est un élément fondamental qui constitue la société française. Et à ce moment-là, il ne faut pas essayer de l'étendre, je dirais, un peu trop, parce qu'à un moment donné, ça risque de se casser. Mais moi, je suis tout à fait laïque. Laïcard, c'est un terme peut-être un peu plus exagéré, mais je pense que je suis profondément laïque. Et les musulmans, et ça je l'affirme, nous sommes sur une radio, on dit communautaire, et je pense que les auditeurs qui nous écoutent ne peuvent pas me contredire. Je crois que tous les musulmans de France
reconnaissent en eux cette laïcité, cette notion de république. On le voit, nos soldats, nos magistrats, nos aumôniers, nos pompiers, ils sont d'où? Quand vous voyez dans la rue, à 5 heures du matin, les gens qui se lèvent, vous croyez que c'est en fonction de leur religion? Ils travaillent pour cette république. Et donc je ne veux pas que aujourd'hui on nous oppose laïcs, musulmans ou autres. Le laïc, c'est quelqu'un, je pense que c'est dans notre ADN à tous Français qui sommes fiers d'être Français. Olivier Cousy ? Oui, il y a effectivement peut-être une évolution ou un glissement entre ce que M. Bianco appelait la neutralité, c'est-à-dire la laïcité qui est une laïcité de neutralité, et certaines conceptions qui peut-être s'imposent un peu plus aujourd'hui, ou en tout cas se mettent sur le devant de la scène, qui serait une laïcité plus active, au sens où elle irait vers le fait de vouloir supprimer le signe religieux de tout espace public ou de toute expression, pour des raisons qui seraient effectivement la conception laïque. Et là, je pense qu'on passe d'une sorte de laïcité, de neutralité, à une laïcité de militantisme, qui est comme toute expression, est une expression évidemment libre et respectable, mais qui n'est plus tout à fait le concept de laïcité au sens juridique tel que l'évoquait Jean-Louis Bianco, qui est une forme de militantisme ou une forme de volonté d'évoluer vers une société qui serait moins ou qui serait plus stricte vis-à-vis des religions. Alors, la définition donnée par Jean-Luc Bianco, encore une fois président de l'Observatoire de la laïcité, vous disiez, Olivier Cousy, que c'est une définition assez simple, mais il y a des notions, des mots qui renvoient à des notions abstraites. Il faudrait illustrer avec pas mal de cas particuliers, imaginer tout ça. Mais vu comme ça, la laïcité, pour celles et ceux qui nous écoutent, ça a l'air assez simple. Oui, le principe est simple et comme on le disait tout à l'heure, je crois que l'immense majorité des Français sont tout à fait d'accord avec ce principe qui est de respecter l'autre, qui est de respecter la religion de l'autre, les opinions de l'autre. Et là où les difficultés commencent, c'est quand certains considèrent qu'une pratique, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit anti-religieuse, vient gêner sa propre liberté. Donc on est toujours dans cette espèce d'équilibre entre une liberté et une autre liberté, et il faut que les deux... Voire même sa propre identité. Si on part du principe que l'identité française est la citoyenneté, peut-être que certains considèrent que certaines expressions vont à l'encontre de leur liberté et de leur sentiment d'appartenir à une communauté, que ça heurte leur citoyenneté et donc leur identité. Oui, alors après, rentrer dans le débat sur la citoyenneté, je pense que c'est peut-être pas le moment, étant donné qu'on vient à peine d'en sortir, donc essayons et heureusement d'ailleurs, on vient à peine de sortir de cette déchéance de nationalité qui était un truc vraiment très compliqué d'un tout point de vue. Donc je pense que la citoyenneté, c'est la manière dont on va appartenir à une communauté collective, qui est la communauté de la nation, et cette citoyenneté, elle est laïque par l'appartenance à une société qui est une société laïque. Boulevard des auditeurs, 18h52, deux avocats avec nous dans cette émission. Chemseddine Hafiz, avocat au barreau de Paris, vice-président également du Conseil français du culte musulman et président de la nouvelle association La Fraternité du barreau de Paris, on va en parler bien sûr. Et puis Olivier Cousy, avocat associé au cabinet Gilles de Loirette-Nouel, expert en droit de l'audiovisuel, propriété intellectuelle et puis les nouvelles technologies. Nous attendons toujours Monsieur Guilain Chevrier, docteur en histoire, enseignant et membre du comité Laïcité République. Laïcité, c'est le thème ce soir jusqu'à 20h30, la laïcité au regard de la loi. Et si vous voulez poser des questions, intervenir, témoigner, 0892 23 34 00, 0892 23 34 00. Chemseddine Hafiz, quand on parle de laïcité, on a le sentiment que ce mot en cache d'autres. Et notamment peut-être un souci avec l'islam. Alors oui, il y a un souci avec l'islam, la décolonisation, l'immigration importante. C'est peut-être un peu normal qu'on ait ces réactions. Et je crois que il y a également un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, c'est l'ignorance. Aujourd'hui, quand on ne connaît pas quelque chose, quand on ne sait pas ce qu'est l'autre, à ce moment-là, il y a un effet de défense. Et à partir de là, je crois que on voit une culture que nous ne maîtrisons pas, nous connaissons pas les schèmes d'un concept qui vient plutôt de l'étranger. Donc on dit oui, c'est une religion qui a été importée, etc. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de mots qui se cachent derrière. Et je crois que nous, notre devoir est également
de parler, de débattre pour essayer d'expliquer les choses. Moi, je voudrais apporter une petite précision. C'est que, oui, la laïcité, mais en même temps, je disais au début de mon propos que la citoyenneté, c'est, M. Bianco l'a rappelé, droit, mais également devoir. Et en même temps, en tant que citoyen, lorsque je sais que mon comportement peut poser problème, lorsque mon comportement peut interpeller d'autres personnes qui sont des citoyens comme moi, je fais en sorte de ne pas les interpeller. Il faut rappeler que la religion musulmane, parce que ça également on ne le rappelle pas souvent, que la religion musulmane, elle prône la discrétion, elle prône le fait de ne pas gêner l'autre. Tous les versets du Coran, tout le comportement du musulman est celui de ne jamais gêner autrui. Donc on a dans les hadiths, on a dans plusieurs versets du Coran où on voit que il est vraiment prohibé de déranger l'autre. Lorsqu'on veut exercer son rite, il faut qu'on le fasse dans la discrétion. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, il y a des personnes qui utilisent peut-être la religion pour mener un combat. Et ça, je crois que il faut avoir ce discernement. Et les hommes politiques ne l'ont pas tout le temps. Mais il faut en parler parce que moi, on me reproche souvent, oui, les musulmans, vous les défendez, etc. Je ne défends pas les musulmans parce que je ne suis pas là uniquement pour les défendre, mais en même temps, c'est pour rappeler que notre religion, elle est basée sur ce type de principe. Dans les pays musulmans, il y a des personnes qui se comportent. Je vous donne un exemple. L'époux qui emmène sa femme à l'hôpital, ici en France, et qui exige, en cas d'urgence, à ce que ça soit une femme qui ausculte son épouse. Il n'y a pas de femme à l'hôpital au moment T. C'est vrai qu'il y a le code de la santé, la liberté de choisir son médecin. C'est évident. En tant que citoyen, nous pouvons choisir le médecin, sauf en cas d'urgence. Mais quand vous voyez dans des pays musulmans, la même scène, l'époux n'exigera pas que le médecin qui va ausculter son épouse soit une femme. Il arrive à l'hôpital, il est dans un pays musulman, il met à disposition la santé et la vie de sa femme entre les mains de l'hôpital. Pourquoi ne pas le faire ici en France? Et ça, c'est des choses qui me gênent personnellement. Parce que souvent, il y a un peu plus de comportement religieux, une religiosité affichée, parce qu'en même temps, on est à la recherche d'une identité d'affrontement que d'autres choses. Et là, je crois qu'il faut dire à notre communauté musulmane, le terme communauté n'est peut-être pas le bon, mais disons notre composante musulmane, il faut également rappeler que la religion musulmane n'est pas une religion, je dirais, d'État ici en France. C'est une religion à l'instar des autres religions qui nous unit à travers notre citoyenneté. Et à ce titre-là, il faut faire en sorte qu'il y a également des concessions à faire. Les concessions ne veulent pas dire, les compromissions ne veulent pas dire que je m'assois sur ma propre identité pour essayer de laisser une autre identité. Non, mais en même temps, il y a ces devoirs qu'il faut quand même rappeler à chaque citoyen. Mais quand vous prenez cet exemple particulier donc d'un couple, donc d'un homme qui emmène sa femme à l'hôpital pour une urgence ou pas, il laisserait sa femme se faire ausculter par un homme dans un pays dit musulman, mais pas ici. Le même couple, pourquoi selon vous? Parce que on partirait du principe qu'ils sont tous musulmans en phase. Non, non, c'est pas ça. Non, il voudrait que ce soit plutôt un médecin musulman. Ici, il est plutôt dans une affirmation de sa religion. Là-bas, il est dans une masse commune. Je vous donne un autre exemple. Je suis avocat dans les prisons. Dans les prisons, dans les pays musulmans, la prière du vendredi, elle ne se fait pas en collectivité. Ici, on l'exige. Ce sont des choses qui posent problème aujourd'hui. Et c'est pour cela que, à force d'exiger un certain nombre de choses, et encore une fois, je dis qu'il ne faut pas, quand je parle de discrétion, ça ne veut pas dire d'effacement. C'est pas l'invisibilité. C'est pas l'invisibilité. Je suis musulman et je m'affirme comme musulman. Ça s'arrête là. Mais en même temps, là encore une fois... S'affirmer, mais ne pas être... Et on le dit, la liberté, elle s'arrête lorsque la liberté de l'autre commence. Donc là également, raison gardée, il faut savoir ne pas essayer de prendre tout l'espace pour imposer. Je n'ai rien à imposer. Et encore une fois, c'est pour ça que la laïcité, pour les musulmans, c'est une chance, comme pour toutes les religions qui sont ici établies en France depuis bien plus longtemps que l'islam. La laïcité, la neutralité. C'est pour ça que la neutralité, elle doit être non pas une neutralité militante, mais il faut qu'elle soit une neutralité bienveillante. Nous avons perdu la bienveillance.
nous sommes toujours en train de nous regarder, de nous pointer du doigt. Au lieu de nous pointer du doigt, aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, il faut être l'un à côté de l'autre pour combattre un ennemi commun, qui est le terroriste. Olivier Cousy? Oui, je pense, alors je connais pas du tout, comme mon confrère, la religion musulmane, que je ne pratique pas, mais vous êtes vous-même... Moi, je suis même plutôt catholique. Vous êtes plutôt? Oui, parce que je suis pas d'un catholicisme non plus totalement intégriste, donc je suis de tradition catholique. Mais je crois que là, derrière, c'est une bonne question de poser, de savoir s'il y a des concepts derrière ou derrière cette laïcité. Je pense qu'il y a un concept important qu'on n'a pas évoqué encore, qui est la notion de vie privée. Et là, je parle en juriste, mais je pense que là, on a du mal dans les procès, on a du mal lorsqu'on a des affaires qui mettent en cause la vie privée des personnes. Les juges ont du mal à déterminer là où elle s'arrête. Est-ce que ma vie privée continue quand je me promène dans la rue? Si on me prend en photo à un endroit où je n'ai pas envie d'être pris en photo, je vais dire c'est ma vie privée. Et puis quand ça m'arrange, je vais dire c'est pas ma vie privée. Et donc je crois que ce qui est la remarque très pertinente sur la pratique religieuse, et encore une fois, je connais pas bien la pratique religieuse musulmane, mais je crois que dans la manière de se comporter par rapport à l'autre, dans la différence par rapport à l'autre, dans sa manière de vivre, je crois que la réserve ou la bienveillance qu'évoquait à l'instant Shem Safi, je pense que c'est exactement la même chose que ce respect de la liberté d'autrui et ce respect de la vie privée d'autrui. Donc mon comportement, qui est un comportement qui serait acceptable dans une sphère privée, dans une sphère familiale, ou dans un environnement qui est un environnement familial, que ce soit un comportement religieux, mais ça peut être aussi un comportement de musical, ou un comportement de fête, ou un comportement de sportif, etc. Donc cette espèce d'abus ou d'excès d'exercice d'une certaine expression de ce qui me plaît dans ma vie privée peut évidemment choquer et heurter les autres, et donc rentrer dans cet équilibre dont on parlait. Donc je pense que cette laïcité, lorsqu'elle est effectivement trop ostentatoire, au sens où elle cherche à dicter des comportements, devient contre-productive. Alors, si vous me permettez, Olivier Cousy, puis de toute façon, même si vous ne me le permettez pas, c'est trop tard, on est en direct. Je me permets. Avant cette émission, on discutait forcément autour d'un petit café que moi je n'ai pas bu, et vous disiez, mais je comprends pas, qu'est-ce qui dérange? C'est une question que vous vous posiez. Oui, je prends cette même analogie, pardon, je sais pas si elle est pertinente, mais cette même analogie de comportement, il y a dans la pratique religieuse, mis à part du bruit, mis à part une manière de se comporter qui peut heurter, ou des paroles, parce que évidemment les paroles peuvent blesser, ou il y a des propos qui peuvent être des injures, des diffamations qui peuvent être échangées à l'occasion de rencontres entre personnes qui ont des conceptions différentes de la vie en public. Mais à part cela, le comportement religieux, qu'il soit un comportement religieux chrétien, catholique, juif ou musulman, je ne vois pas en quoi il dérange l'espace public. Alors, la limite qu'avait posée le Conseil constitutionnel, c'est que de dire que la liberté de la religion, il ne faut pas qu'elle puisse porter atteinte ou qu'elle trouble l'ordre public. Donc, tant que cette pratique ne trouble pas l'ordre public au sens de la loi, je ne vois pas ce qui dérange dans la pratique religieuse de mon voisin ou de la personne avec laquelle je suis dans l'espace public. À propos de ça, je ne sais pas si vous le savez, la verbalisation, donc les procès-verbaux, les amendes pour les femmes qui portent la burqa sont en diminution, donc c'est quelques centaines. C'est une info que je voulais donner. Vous le saviez ? Non, non, parce que ça avait beaucoup occupé l'espace médiatique avec cette fameuse commission qui était dirigée par l'élu communiste local de Vénissieux, oui. André Géant. Oui. Voilà. Et juste pour dire que finalement, il y en a moins. Mais là, on parle d'une loi différente, qui est la loi de 2010, qui est une loi qui interdit de se voiler le visage, donc qui est la dissimulation du visage. La dissimulation. Voilà. Et donc c'est une loi particulière. Donc l'infraction à cette loi particulière, elle ne correspond pas à une pratique religieuse en tant que telle. Elle correspond à une compréhension qu'aura le juge sur savoir si on a dissimulé ou non son visage. En tout cas, il y a moins de transgressions. Oui, c'est peut-être un signe intéressant de voir que la diminution des transgressions, c'est peut-être le signe qu'il y a une augmentation de l'insertion. Mais c'est également, je pense, le cas de la loi de 2003 sur donc le port du foulard à l'école. Il y a eu tout au début beaucoup de frénésie autour de cette question. Il y a eu des procès, mais aujourd'hui on n'en parle plus.
Donc c'est quelque chose qui a été réglé. Et je pense qu'avec la loi contre la dissimulation du visage, c'est un peu le même processus qui, de toutes les manières, commettre ce type d'infraction, être verbalisé à ce sujet, c'est jamais agréable. Et à mon avis, effectivement, ces lois ont eu ce côté pédagogique que nous personnellement, moi j'avais recommandé à la fois à nos élus et au pouvoir public qu'il n'était pas intéressant de légiférer. C'était dans la discussion qu'il y avait eu entre le pouvoir politique et le Conseil français du culte musulman, où nous avions dit ce n'est pas notre tradition religieuse en France, et que nous pouvions faire en sorte pour éviter qu'il y ait une loi, parce que cette loi, elle aurait pu, à un moment ou à un autre, ostraciser une partie de la communauté. Et donc, nous avions voulu faire œuvre de pédagogie, que les imams, parce que aujourd'hui on a des ministres du culte qui doivent jouer ce rôle, d'informer, d'expliquer à ces femmes que, voilà, c'était à l'époque les femmes du prophète qui portaient une tenue pour éviter qu'on les, rassemble dans toute la communauté féminine autour du prophète, mais que les femmes avaient cette position, je suis la femme du prophète, donc j'ai ce port du voile intégral, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc on avait expliqué cela en disant qu'aujourd'hui notre communauté, et c'est ça la particularité de notre religion, contrairement aux autres religions, je prendrai l'exemple du catholicisme ou du judaïsme, où dès qu'on est jeune, on a 3-4 ans, on entre dans des écoles, etc. Non, malheureusement, dans les pays musulmans, ça se fait plutôt par tradition, le voisinage, après on va dans une école coranique. Mais ici en France, un gamin de 6-7 ans, il va où ? Et ses parents n'ont pas ce moyen de pouvoir lui expliquer. Quand il arrive à l'adolescence, 13-14 ans, c'est là où il va sur Internet, il va découvrir autre chose. Et bien évidemment, c'est toujours tentant d'aller vers l'interdit. Boulevard des auditeurs, la laïcité au regard de la loi, avec en toile de fond la République et l'islam, voire pour certains la République face à l'islam et vice-versa. Shamseddine Hafiz, Olivier Cousy, présents dans ce studio, 2 avocats, et puis Ghislain Chevrier, enseignant, docteur en histoire et membre du comité Laïcité République, ne devrait plus trop tarder, dans une dizaine de minutes, il sera parmi nous. Donc on parle de laïcité encore, et tout à l'heure, maître chef Shamseddine Hafiz, vous avez parlé d'un mot qui est important finalement, qui revient souvent, c'est l'ignorance. Alors, pas celle à laquelle on pense tout de suite, l'ignorance vis-à-vis de l'islam. J'ai envie de vous poser une question d'une éventuelle ignorance au sein de la communauté, la dite communauté musulmane, concernant la laïcité. Vous, au sein du CFCM, est-ce que c'est une notion que vous prenez et que vous expliquez? Est-ce qu'il y a des commissions laïcité? D'abord, nous avons fait une charte en 2014 qui a été diffusée de manière très large, à la fois au grand public, dans les mosquées, où on rappelait un certain nombre de principes pour expliquer qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre certaines valeurs de la République et les grands préceptes coraniques. Et nous avons affiché tout au début donc de notre charte la notion de laïcité. Nous avons expliqué avec, je dirais, de manière assez exhaustive, cette notion de laïcité telle qu'elle était prévue par la loi, et que, en tout état de cause, même si on devait considérer qu'il y avait éventuellement des tiraillements entre les préceptes coraniques et la notion de laïcité, il fallait que la notion de laïcité prédomine. Mais jusqu'à présent, ça n'a jamais été le cas. Et nous répétons à satiété que la laïcité, comme toutes les autres valeurs de la République, sont au-dessus de l'exercice de notre propre culte. Donc, alors, le Conseil français du culte musulman, c'est une association, mais par exemple, pendant les prêches du vendredi, il y a des imams qui parlent beaucoup
de laïcité, de citoyenneté, de république, de liberté. Et ils rappellent donc à leurs ouailles que d'abord et avant tout, il y a séparation entre l'État et de l'Église. Et même souvent, et tout à l'heure, mon excellent confrère Olivier Cousy rappelait que la liberté n'était pas, je dirais, enfermée dans la sphère privée et que même dans la sphère publique, on pouvait exprimer, je dirais, notre foi. Les imams vont très loin en disant « abstenez-vous lorsque vous sentez qu'il y a une gêne ». La question des prières dans les rues, ça a été à un moment donné imposé parce que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de culte, de lieux de culte musulmans, et qu'il y avait cette déferlante sur les lieux de culte, et les derniers arrivés, malheureusement. Il faut dire à nos auditeurs que ce n'était pas de gaieté de cœur qu'un fidèle dont on connaît la sacralité de la prière, les ablutions, un endroit propre pour pouvoir prier, parce que c'est une relation intime qu'il a avec Dieu à ce moment-là, il va aller dans un endroit, trottoir, etc. Mais malheureusement, c'était à ce moment-là pratiquement une contrainte pour lui. Heureusement, aujourd'hui, je crois que, je ne crois pas, j'en suis certain, il n'y a plus ce genre de phénomène, parce que là également, il faut saluer le travail des pouvoirs publics qui ont fait que, notamment à Paris, intramuros, il y a eu un grand endroit qui a été consacré à un lieu de culte, à Marseille, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très rapidement, en l'espace de 2-3 ans, on a réussi aujourd'hui à ne plus voir de gens prier dans la rue. Alors, l'ignorance, c'est aussi forcément, est-ce qu'on connaît ou pas assez l'islam? Alors, peut-être pas dans le détail, mais en tout cas l'esprit de cette religion. Vous êtes toujours, vous produisez toujours l'émission du dimanche, oui. Donc l'émission du dimanche matin sur France 2, dans le cadre de la laïcité, c'est respecté, hein, c'est France 2, c'est une chaîne publique. C'est pas trop tôt? Alors si le dimanche matin, pour faire connaître l'islam. Non, mais il faut pas trop le dire trop fort, parce que vous savez, le dimanche matin, il n'y a pas uniquement l'islam, il y a les 6 religions, puisque il y a les bouddhistes, et puis chez les chrétiens, il y a les orthodoxes, il y a les catholiques, il y a un certain nombre d'autres voix chrétiennes qui s'expriment, et chacun a son moment. Moi, je voudrais revenir sur un mot de l'ignorance, parce qu'il pour essayer d'être complet, on a l'avantage de pouvoir parler, on a 2 heures devant nous. Moi, je voudrais simplement préciser une chose. Le mot ignorance aussi s'applique à l'intérieur de la communauté. C'est pour ça que je vous pose une question par rapport à... Parce qu'aujourd'hui, posons la question à un musulman et disons-lui, quelles sont vos pratiques religieuses? Qu'est-ce qui est admis en islam et qu'est-ce qui n'est pas admis? Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, il n'y a pas véritablement d'instruction, il n'y a pas de lieu où les jeunes peuvent connaître véritablement leur religion. On leur raconte n'importe quoi. Et à un moment donné, tout est devenu pratique religieuse, tout est devenu aujourd'hui, il y a le fameux, puisque c'est un mot à mon avis qui est rentré dans la langue française, c'est haram. Le mot haram aujourd'hui, haram, halal, voilà, le licite et l'illicite. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a oui, c'est haram, oui, c'est halal, halal. Et je trouve que nous devons véritablement, là également, faire œuvre de pédagogie pour que les musulmans de France sachent véritablement quelle est leur voie religieuse et ne pas se dire, ils vont sur Internet et malheureusement ils vont faire un petit leur course pieuse, religieuse, et ils peuvent tomber peut-être sur des choses avariées, des choses qui ne seront pas digérées. Donc aujourd'hui, il faut faire très attention. Avant d'aller vers ces chemins un peu d'Internet qui vous proposent peut-être des choses assez intéressantes, je crois qu'il faut faire attention et faire en sorte que, là également, nous puissions apprendre, parce que en même temps, il n'y a pas de clergé, c'est-à-dire que l'islam sunnite, qui est à 98% celui qui est pratiqué en France, c'est le culte où il n'y a pas je dirais, de chef, comme par exemple dans l'église où il y a le pape, etc. Là, on a essayé à un moment donné de dire que c'était Al-Azhar qui était un peu je dirais, le pape musulman, mais bon, ça n'a pas fonctionné parce que
on est très là également, on veut notre liberté parce que il y a un verset du Coran qui vous dit qu'il n'y a aucun intercesseur entre vous et Dieu et que seul Dieu saura si vous avez commis les actes de piété et personne, même l'imam qui est celui qui simplement est le premier qui fait la prière, qui est au devant. C'est ça la définition de l'imam. Mais sinon, nous n'avons pas de sanction, sauf celle qui est la sanction divine. Et ça, personne ne peut aujourd'hui vous dire ce que vous faites n'est pas bien ou est bien. Personne. Et cette liberté, et tout à l'heure, Olivier, vous parliez de cette notion de liberté quand elle était trop grande. En même temps, il y avait peut-être des abus. Et aujourd'hui, je crois que si nous n'avons pas suffisamment de connaissances de la religion musulmane, on peut se tromper. On peut s'imaginer qu'on est en train de pratiquer de manière tout à fait, je dirais, sans fioriture cette religion, mais en même temps, on peut se tromper. Et il n'y a pas d'excès dans notre religion. C'est une religion du juste milieu. C'est quand même, il y a un verset qui dit que la religion musulmane est la religion du juste milieu. C'est quoi le juste milieu? C'est-à-dire ne pas aller vers les extrémismes, ne pas aller vers les abus, ne pas aller vers je t'impose quelque chose. Vous imaginez quand même la beauté de cette religion qu'on a complètement travestie et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut rechercher avant de parler de l'ignorance des autres. Moi, j'en veux pas à Olivier qui ne connaît pas ma religion. Je suis là pour moi essayer de lui expliquer. Et ce n'est pas me faire injure à moi-même d'aller me mettre parce que nous sommes citoyens. Il ne comprend pas ma religion qui pose problème. Donc aujourd'hui, il faut que je lui explique, il faut que je sois à ses côtés pour essayer de lui montrer que c'est une religion universelle. C'est une religion qui est venue après les deux autres grandes religions et que quand vous leur dites qu'il y a la sourate Maryam, Marie, qu'il y a Jésus, Jésus est un des prophètes les plus aimés dans la religion musulmane, comme Moïse, qui ont des rôles importants dans notre religion. Et nous disons, les musulmans sont antisémites. C'est insupportable lorsqu'on nous entendons cela. Et il faut le dire, il faut le crier. Et là également, on a utilisé des mots. Les jeunes de banlieue sont antisémites. Comment vous savez que les jeunes de banlieue sont antisémites? Les jeunes de banlieue qui souffrent de la précarité, du chômage, du manque d'éducation. Ah non, il est antisémite, il n'aime pas les juifs. Non mais franchement, ce n'est pas travestir vraiment le fondement même de notre religion. Vous voyez, je parle de manière passionnée parce que je considère qu'on fait des procès d'intention à des jeunes qui ont déjà beaucoup de difficultés, qui sont en prison. Vous voyez, la communauté musulmane, c'est tous des voleurs. Les Arabes, les musulmans, c'est des voleurs. Depuis quand ? Moi, je trouve que c'est des raccourcis extrêmement dangereux, surtout venant de la bouche d'hommes politiques. Alors justement, donc ce thème jusqu'à 20h30, la laïcité au regard de la loi, avec plusieurs sous-thèmes. Hein, c'est qu'est-ce que la laïcité cache, recouvre, voile, sans faire de mauvais jeu de mots, voile comme autre mot. On a quand même le sentiment que dans le fond, on a un choc d'ignorance. Ignorance contre ignorance. Ignorance de ce qu'est réellement la laïcité, ignorance de comment vivre réellement et de comment est-ce qu'on peut vivre notre religion dans un pays laïque. Olivier Cousy. Non, sur l'ignorance, je voulais juste signaler, parce que je suis, comme les auditeurs, j'espère, passionné quand j'entends Chem Safiz parler de sa religion et de si belle manière. Je voulais juste signaler qu'il est quand même à l'origine d'une initiative qui est très importante. Nous sommes tous les deux avocats. Et Chem Safiz avec Bernard Cahen, Carbon de 16 et Philippe Lucet, je crois, et qui sont de religions différentes, ont monté une association de fraternité au sein du barreau de Paris, qui est un exemple, qui sera certainement une sorte de prototype ou une sorte de maquette de ce que peut être justement cet échange d'informations et cet échange pour lutter contre l'ignorance. Alors c'est lié à une profession qui par ailleurs est une profession qui a tendance à s'interroger sur le monde et à se poser des questions, mais je pense que c'est tout à fait transposable ailleurs, dans d'autres secteurs, dans d'autres activités, dans d'autres professions, dans d'autres lieux, et que cette ignorance, elle va évidemment, elle doit disparaître à partir du moment où il y a des échanges. Et c'est ce qui va manquer. Ce qui manque, ce sont les échanges, ce sont les contacts, parce qu'effectivement, il y a des peurs, il y a des appréhensions, il y a des a priori, des présupposés qui empêchent que l'on échange sur ces sujets. Alors justement, merci pour cette transition, Olivier Cousy. Les descendants d'Abraham créent la fraternité du barreau de Paris, musulmans, juifs, chrétiens, ensemble pour renforcer l'esprit de fraternité qui, dites-vous, doit unir les Français. Ensemble aussi pour demander le respect des cultes dans l'opinion publique. Alors, vous êtes président de cette nouvelle association, la fraternité du barreau de Paris, Cheb Sayyid Hafiz.
Alors, elle a créée été dans un contexte particulier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Malheureusement, j'écoutais avec beaucoup d'attention et de plaisir l'éloge que faisait Olivier sur la création de cette association, mais en même temps, malheureusement, elle a été créée sur les cendres de tragédies humaines où des gens sont morts, que ce soit déjà en janvier 2015 et en novembre 2015, nous avons eu malheureusement ces crimes atroces qui ont fait que, surtout lorsque le Bataclan a été touché de cette manière, où la société française a été meurtrie dans sa chair, à ce moment-là, nous étions en train de travailler sur cette association, et parce que, comme le disait Olivier, nous sommes avocats, nous sommes des acteurs dans la société. Nous nous posons toujours des questions. Vous savez, quand on va devant une juridiction, nous pouvons nous opposer, Olivier et moi, sur des principes de droit pour essayer de faire avancer la jurisprudence. Donc il n'y a rien dans notre profession qui soit inscrite dans le marbre. Nous sommes en perpétuelle tentative de nous considérer, de changer notre point de vue. Et moi je trouve que cette association, d'abord l'engouement qu'a suscité cette association, c'était extraordinaire cet engouement, que beaucoup de confrères aujourd'hui adhèrent à cette association, écrivent pour dire on est prêt à participer, quand est-ce que les prochains débats, on va bientôt, et je suis content qu'Olivier qui est quelqu'un qui connaît très très bien la matière sur les questions de médias, on va faire un colloque sur la liberté d'expression des religions et sur les religions, parce qu'en même temps, en tant que religion, je peux m'exprimer. Quelle est ma liberté d'expression? Et à partir de là, cette association, parce qu'on a besoin également de fraternité. Et je ne sais plus quel est le sociologue, je voudrais pas dire des bêtises, mais qui vient de publier un livre récemment qui dit qu'il n'y a plus d'humanité. Et que à continuer, comme on est en train de continuer, on arrive à une fin du monde. Et si la masse critique de fraternité, d'humanité n'existe pas, qu'est-ce qui reste entre nous? Et moi je trouve, lorsque j'ai été présenté, parce que c'est le rituel d'aller présenter son association devant le Conseil de l'Ordre, il y a une quinzaine de jours, j'ai été avec les 2 vice-présidents de l'association, et j'ai vu avec énormément de plaisir des confrères qui n'ont aucune, je dirais, attache à une religion quelconque, qui sont même athées, et qui ont trouvé que l'idée de fraternité, parce qu'en fait, on se croise au palais, on est en robe, on travaille, on se salue, etc. Mais c'est tout. Comme dans la rue, comme dans les les voisins, etc. Et je trouve que cette notion de fraternité, alors on n'a pas d'ambition démesurée, mais en même temps, moi je vais vous dire une chose. Lorsque le papa d'Olivier, qui était présent à la première réunion, qui a plus de 60 ans de barreau, qui se lève et de façon très émue, nous dit que avec toutes les années d'exercice, et puis imaginez, nous sommes en 2016 quand il en a parlé, janvier 2016, prenez 60 ans, vous imaginez, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, etc. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où la France, elle a quand même connu de très grandes turbulences, où les avocats juifs les juifs ne pouvaient pas être avocats pendant cette période de 39-45, etc. Donc vous imaginez dans quel contexte le papa d'Olivier a exercé sa profession. Et quand il se lève avec beaucoup d'émotion, cet homme d'un certain âge qui vous dit « Je vous félicite, vous avez réussi votre pari parce que pour la première fois de ma vie, je vois des avocats parler de religion sans se taper dessus. » Ben, j'espère qu'un jour, tous les citoyens de France pourront parler avec beaucoup d'apaisement, avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis de l'autre, de religion. C'est-à-dire appliquer concrètement, même dans la discussion de tous les jours, cette chance qu'est, vous le disiez en début d'émission, Chemseddine Hafiz, cette chance qu'est la laïcité. Absolument. Moi, je le dis, je le répète et je le martèle, la laïcité et l'islam, on ne peut pas les concevoir comme des concepts qui s'opposent. Bien au contraire, je l'ai dit, je l'ai écrit dans un livre que j'ai publié chez Dalloz, Droit et religion musulmane, la laïcité totale. Avec Gilles Devers. Absolument. Que la laïcité... Il est toujours à Lyon. Il est toujours à Lyon et nous travaillons toujours ensemble sur de nombreux dossiers. On l'appelle de temps en temps. Voilà. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'islam est incompatible avec la laïcité. J'irai même plus loin, c'est une chance pour l'islam.
Alors, on accueille Guylain Chevrier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez un mot d'excuse? Oui, absolument. Oui, c'est les conditions de circulation ce soir. Malheureusement. Guylain Chevrier, donc vous êtes docteur en histoire, enseignant et puis membre du comité Laïcité République. Vous êtes d'accord, la laïcité, forcément, c'est une chance. Oui, alors j'ai écouté l'émission dans la voiture. Dans la voiture. Donc, alors la laïcité, c'est une chance, mais il y a quand même une chose qu'il faut tout de suite préciser, me semble-t-il, par rapport à la définition que pouvait donner Monsieur Bianco, c'est que je crois que d'abord la laïcité, c'est un principe bien à caractère universel dans notre pays, parce que c'est d'abord un principe de droit établi par la Constitution. Mais donc ce principe universel, autrement dit, c'est le fait de porter au-dessus des particularismes un certain nombre de principes fondamentaux. La loi, la démocratie, le libre choix de chacun, et donc la libre détermination de soi, qui n'est pas donc un principe, une liberté si évidente dans nombre de pays. On parlait de l'Europe tout à l'heure, mais l'Europe, par rapport à l'article 9 de la Convention européenne, donc de sauvegarde des droits de l'homme, donc eh bien cet article 9 n'est pas appliqué partout de la même façon. Au Royaume-Uni, il y a le délit de blasphème. En Allemagne, on mélange État et religion. Donc attention à ne pas lisser les choses. La laïcité, d'ailleurs, un principe reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, à travers un certain nombre de décisions qui permettent effectivement de bien établir le respect du service public, au sens où, donc, le respect par les agents qui jouent leur rôle, donc, effectivement, en portant des missions à caractère universel, d'intérêt général et d'utilité sociale, d'une parfaite neutralité, quand, effectivement, le public, lui, est bien sûr libre d'exprimer ce qu'il entend manifester, puisque, et là je rejoindrai ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir que l'espace public est un espace ouvert au sens où c'est un espace de transaction. Donc c'est pas un espace fermé, c'est pas un espace d'interdit, c'est un espace de transaction. Tout ce que ne réglemente pas la loi est libre. Donc ces espaces-là sont des espaces de transaction essentiels. Parce que c'est ceux qui permettent le dialogue et de faire avancer la société. C'est ce qui s'est passé depuis, je dirais que le concept de liberté, à peu près, ça a pu s'affirmer en 1789, mais vous savez qu'il y a eu des avancées, des reculs, des changements. Enfin, et donc, je crois que c'est surtout de savoir si vous voulez, la foi est supérieure au droit, ou si le droit qui nous est commun, le droit positif, lui est au-dessus, je dirais, de nos différences, et les protège par là même. Puisque, à partir du moment où on met au-dessus un principe qui est celui qu'aucune religion ne peut se confondre avec l'État. L'État est impartial, et vis-à-vis de tous les cultes, donc, et de ceux qui ne croient pas, il y a un égal traitement, donc de l'ensemble de ceux qui soient croyants ou qui ne le soient pas. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ce qui veut dire qu'on a quand même un État qui garantit à tous, effectivement, par ce qu'il impose, et bien donc la supériorité de la loi sur l'ensemble des particularismes. Ce qui ne renvoie pas nécessairement à la totalité des particularismes, donc au domaine privé, parce que effectivement, par contre, on ne peut pas les exprimer partout de la même façon. Je veux pas être trop long, mais simplement, si on prend l'exemple de l'entreprise, il y a un certain nombre, de situations en raison de l'hygiène ou de la sécurité, de la nature de la tâche à accomplir ou de la proportionnalité du but recherché, ce qui n'est pas changé par la loi El Khomri. Eh bien, effectivement, on peut ou pas manifester. Dans les relations avec la clientèle, il y a une série d'éléments jurisprudentiels, ou les entreprises de marque, ce qu'on appelle aussi les entreprises de tendance, même s'il n'y a pas d'entreprise de tendance laïque, mais il y a différentes entreprises de tendance qui peuvent effectivement, en leur nom, donc imposer un certain nombre de choses. Il y a le cas Babylou qui a affirmer une nouvelle référence qui n'est pas généralisable, je dirais, sans précaution, bien évidemment. Il y a d'ailleurs une loi qui est en débat du point de vue de la prise en charge dans le secteur privé de la petite enfance, de savoir s'il faut poser le principe de neutralité. C'est vrai qu'il y a une loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale de ce point de vue. Donc la laïcité, c'est aussi quelque chose en mouvement qui tient compte de la réalité de la société. Donc on est aussi sur on est dans un dialogue et dans un débat. Alors justement, j'en profite pour vous poser une question. Justement, laïcité qui est une notion en mouvement, qui doit prendre en compte les réalités aussi, qui sont elles aussi en mouvement. Réalité de base. 1905, il n'y a pas de citoyens musulmans quand le cadre est défini. Est-ce que les citoyens musulmans, et donc l'islam à travers eux, bousculent ce cadre ?
Alors, si vous voulez... Qui a été déterminé en 1905. Bien sûr, il est naturel que ça le bouscule un petit peu. Donc ça le bouscule. Inévitablement. Écoutez, on a une histoire de la décolonisation et de l'immigration en France. La France n'est pas un pays d'immigration, c'est un pays d'immigration depuis la fin du 19e siècle. Mais l'immigration dont nous parlons, c'est une immigration qui est postérieure à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, effectivement, une immigration qui est extra-européenne aussi. Donc, qui vient avec des différences culturelles, avec des réalités qui vont nécessairement amener à un débat de société. C'est inévitable. Et comment on est une société beaucoup plus composite qu'il y a 40 ans. Et donc avec une certaine pluralité culturelle. Il y a d'ailleurs une trentaine de jours qui sont des jours protégés, dont la liste est publiée chaque année, jours pendant lesquels on n'est pas censé effectivement programmer d'examens majeurs. Parce que on a quand même intégré un certain nombre de choses. C'est jusqu'où on va, je dirais, dans la mise en œuvre de cette présence qui peut être celle d'un nouveau culte comme le culte musulman. C'est là où ça peut effectivement frotter parce que il y a des ajustements absolument nécessaires. La laïcité n'est pas un principe spontanément compris. Il suffit de regarder le printemps arabe et les enjeux qui sont ceux des mouvements démocratiques qui ont animé le printemps arabe pour se rendre compte que on est sur des enjeux de société qui sont tout à fait sérieux et justement qu'il faut pas aplanir comme ça. Je crois que faut que le débat ait lieu et précisément pour avancer. Et je dirais il y a évidemment la situation est aussi un petit peu nouvelle dans la mesure où il y a aussi un phénomène de retour de l'identitaire, parce que il y a un double phénomène. Il y a la question de l'intégration en général, et puis il y a aussi la question de la crise des repères communs, de la crise du politique, la crise aussi démocratique, qu'on vit en ce moment autour de la loi El Khomri avec les nuits debout. Enfin, on a aussi une crise identitaire par rapport à ce qu'est la démocratie, à nos repères communs, ce qu'est la République. Et puis, donc effectivement, dans tout ça, il y a aussi la question des particularismes. Donc ça fait beaucoup. Donc on a une société vraiment en mouvement, et la laïcité peut-être justement ce qui nous permet de tenir le cap d'une certaine manière, comme étant un des attributs de la République, parce que rappelons quand même qu'à l'article 1er de la Constitution, on dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il n'y aurait pas d'égalité des droits économiques et sociaux sans la laïcité, qui bénéficie à tous et qui doit continuer à bénéficier, contrairement à ceux qui ont avancé, par exemple, l'idée d'en finir avec le droit du sol, ou de faire une préférence nationale, qui serait tout simplement une discrimination. Donc, il faut être clair, le principe d'égalité est fondamental. Donc, c'est pas un problème de nationalité. La citoyenneté ne se réduit pas à la nationalité. Il y a une citoyenneté civique aussi. Donc pas seulement politique, mais aussi une citoyenneté économique et sociale, et y compris jusqu'aux personnes qui sont en situation régulière depuis 3 mois sur le territoire français, eh bien elles peuvent bénéficier de l'aide médicale d'État, et il ne faut pas y toucher, parce que c'est un principe d'égalité, mais aussi de responsabilité, je dirais, en matière de santé publique. Alors, Shems Eddine Hafiz a terminé son intervention en disant oui, il y a compatibilité, laïcité et islam. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Guilain Chevrier? Je mets en avant le comité Laïcité République. Écoutez, il n'y a aucune incompatibilité entre les religions et la laïcité. C'est de la responsabilité de la République. C'est d'abord de la responsabilité de la République de faire respecter tout simplement un certain nombre de principes. C'est pas d'abord de la responsabilité des religions ou des représentants des cultes. C'est à la République de savoir ce qu'elle veut, je crois d'abord. Mais il n'y a pas d'incompatibilité par nature entre les religions et l'État, dans la mesure où les principes qui sont établis permettent à chaque culte d'exister dans une certaine liberté et aux croyants de pouvoir satisfaire à l'exigence de leur foi, je dirais, dans sa généralité. Donc après, on sait que la foi peut avoir aussi des degrés, on sait bien la difficulté qu'on connaît, du musulman pratiquant raisonné à celui qui va tomber dans une forme de radicalisation. Donc on sait bien que dans les quartiers, ça existe. Alors, on m'a présenté comme docteur en histoire universitaire, moi je suis aussi éducateur spécialisé de formation initiale. Je connais très bien la protection de l'enfance pour former les personnels donc à cette question. J'ai quelques informations dans ce secteur qui montrent qu'on a ces enjeux et que parler du culte musulman en général ou du culte catholique ou de n'importe quel culte, ça ne résume pas la réalité de la diversité aussi des croyants et du degré de leur position par rapport à leur propre culte. Donc là, on est aussi sur un débat, mais comme je le disais, c'est d'abord de mon point de vue de la responsabilité de la République. C'est d'abord la République qui doit savoir ce qu'elle veut. Olivier Cousy. Non, je réagis parce que je réagis donc, je disais tout à l'heure, moi je suis de religion catholique et je crois que c'est quand même
c'est plus facile dans un pays comme la France, qui a une tradition catholique, une tradition de culte chrétien, une tradition, il y a des églises, il y a des lieux, il y a une espèce je dirais, d'ambiance. C'est plus facile, je pense, pour un catholique d'exercer sa religion dans un espace public français que pour un musulman. Peut-être pour des raisons historiques qu'on évoquait, ou les raisons que vous évoquiez là, des arrivées d'immigration, des populations qui effectivement sont arrivées plus tard. Et c'est vrai qu'on manque manifestement de lieux de culte musulmans, on manque manifestement de formation probablement, et on le disait, de formation, ça veut dire aussi de formation des formateurs. Donc il y a toute une ambiance qui est une ambiance culturelle qui facilite la pratique de certaines religions, alors que cette ambiance, non pas par exclusion, ni par critique ou par négation, mais simplement par nature de la configuration des villages, des lieux géographiques, topographiques, fait que effectivement notre France est habitée depuis longtemps par des catholiques, plus que par des musulmans, et qu'il est plus difficile pour les musulmans. Donc je pense que quand on disait tout à l'heure laïcité et religion musulmane, c'est probablement quand même une question à se poser. Dans cette dynamique que vous évoquez, que je trouve intéressante, qui est cette espèce de laïcité, on disait tout à l'heure, il y a une laïcité de neutralité. Et puis on sent qu'il y a probablement aussi besoin d'une laïcité qui soit plus proactive, qui soit plus volontariste, pour effectivement aider à ce que cet équilibre ou ces équilibres soient respectés. Dans cette logique, dans cette conception d'une laïcité plus proactive ou moins passive, il y a probablement non pas un problème, mais il y a probablement un sujet effectivement de l'exercice de la religion musulmane dans cet espace public qui est plus difficile, à mon sens, que pour d'autres religions. Alors, on est toujours bien sûr dans ce cadre de la laïcité depuis 1905. On a gardé une expression que vous connaissez tous, l'église au centre du village. Où placer l'islam, et puis justement, comment l'islam peut s'organiser? On sait qu'il y a un déficit de lieux de prière, en tout cas, de lieux de culte. On va en parler avec vous, notamment M. Chemseddine Hafiz. C'est à vous que je poserai la question après cette petite pause. Boulevard des auditeurs jusqu'à 20h30. À tout de suite.